Eh bien, bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Selensa, je suis Jean-Pierre Riel, le CTO Data, et aujourd'hui on va faire un back from build. Comme vous devez le savoir, la build a eu lieu du 19 au 22 mai dernier, donc très récemment, et l'idée c'est de faire un petit tour de quelques nouveautés, bien évidemment. En moins de 30 minutes, ça va être difficile d'aborder toutes les annonces qu'il y a eu lors de cette conférence. Vous le savez, avec toute l'équipe data de Selensa, on a eu pas mal de discussions depuis cette conférence. Et aujourd'hui, je vais être accompagné de Romain Héré, qui est l'un de nos tech officers qui officie, lui, à Lyon, avec Selensa Sud-Est. Bonjour Romain, comment ça va? Bonjour à tous, eh bien, ça va très bien. Merci Jean-Pierre. Bon, alors on a un agenda, on a plein de trucs en préparant cette émission qu'on a envie de partager un petit peu avec tout le monde. On va faire un peu un top des plus grosses annonces, en tout cas celles qui ont un impact sur les solutions ou sur les projets data. Alors moi, ce que je te propose d'aller dans le vif du sujet, je vais aller sur mon annonce préférée, enfin l'une de mes annonces préférées. Comme tu dois le savoir, je suis assez fan des produits de type intelligence artificielle, de type Copilot, donc c'est LLM qui viennent nous aider. Et donc dans les annonces que Microsoft a fait à la build, alors il y a eu quelques éléments à la conférence juste avant la fabrique conférence, mais vraiment à la build on a eu une présentation un petit peu plus détaillée carrément, puisqu'ils ont annoncé l'ouverture de la preview sur ça. Donc Microsoft fait ça, le chat with your data. Alors pourquoi ils l'ont pas appelé Copilot for Fabric or for Power BI? Il y a déjà des copilotes qui existent dans Fabric, dans les différentes expériences qui vont venir aider soit le développeur, soit l'utilisateur dans son expérience sur la data. Mais là, cette nouveauté, c'est Chat with your data. L'idée, c'est d'avoir une home page un peu à la Copilot M365. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux utiliser Copilot for Power BI, il faut que j'aille dans un rapport et que je pose une question sur les données de ce rapport. Là, globalement, j'ai quelque chose qui est tenant level, donc pour toute mon entreprise, et je vais poser des questions directement, et lui va me trouver le modèle sémantique, le lakehouse, les éléments. Alors pour l'instant c'est très modèle sémantique, mais les éléments qui sont disponibles dans mon tenant pour pouvoir ensuite discuter directement dedans. Alors il y avait déjà des fonctionnalités type data agent, etc. On va peut-être en reparler un tout petit peu après. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir vraiment que on monte d'un cran et on va avoir un point d'entrée unique pour discuter avec la data. Donc moi j'aime bien leur idée de chat with your data, d'avoir quelque chose qui est vraiment cross workspace, cross model. On va vraiment avoir ça. Donc là c'est arrivé sur les tenants de test. On peut commencer à jouer avec. Mais moi je trouve d'ailleurs le titre de la news qui a été sortie au moment de la build, c'est The Next Era of Copilot in Power BI. Donc on voit bien que Microsoft essaye de monter d'un cran là-dessus. Alors, je sais que tu travailles un peu avec des LLM sur différents sujets, donc des LLM liés aux data, bien évidemment. Oui. Romain, comment toi tu vois le fait de justement rapprocher, alors ça, on peut parler des data agents, on peut parler de Copilot, mais comment tu vois un petit peu ça? Je trouve que c'est assez intéressant le mouvement qui est lancé en fait avec les agents en particulier, mais même Chat with your data, notamment sur les agents, sur certains clients en fait qui aujourd'hui travaillent à beaucoup modéliser leurs données en amont pour pouvoir les injecter dans un prompt et générer des résumés. Aujourd'hui, en fait, juste en liant un agent, il gagnerait beaucoup à l'ingénierie de traitement de données. Donc, ça simplifierait beaucoup les choses. Et même aujourd'hui, pour aller un petit peu plus loin aussi sur les annonces Fabcon et Build, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites aussi sur les AI Functions qui allaient être directement disponibles dans les notebooks. Au lieu de faire tout un notebook complexe pour aller appeler en fait un modèle OpenAI en dehors de Fabric, en fait, tout va être regroupé dans Fabric. On a juste une ligne de code pour générer notre fonction. Et pour revenir sur Chat with your data, je trouve que c'est intéressant parce que les utilisateurs, ils auront juste leur fenêtre de chat ou même peut-être potentiellement une intégration via Teams pour poser les questions à leurs données et être redirigés vers les rapports Power BI qui vont correspondre. Et c'est un vrai gain de temps parce qu'en général, on n'a jamais le graphique qui correspond parfaitement à la demande. Mais là, en fait, avec l'IA, ça va nous faire gagner du temps et peut-être apporter des réponses plus précises aux différents utilisateurs.
Non, c'est clair. Donc deux choses que tu dis, c'est le fait de rapprocher, enfin d'amener plutôt l'IA au plus proche de la donnée plutôt que de sortir de la donnée dans le maître de l'IA. Donc ça, c'est quelque chose que tu constates. Et en effet, de simplifier la recherche d'informations. Maintenant, il faut faire attention quand même à une chose, c'est qu'en IA, tu le sais très bien. Un garbage in, garbage out. Donc il y a un moment, il faut avoir préparé les informations. Et moi, il y a un sujet que j'aime bien, qui est porté d'ailleurs par Kim Manis, qui gère quand même toute la partie Power BI. Et donc Microsoft fait ça, Prep Your Data for AI. Et il y a vraiment une campagne. Et là, on se dit, mais pourquoi on attend 2025 et l'ère de l'IA pour en parler? Juste de faire des choses bien, nommage, typage, description, mesures, en fait, avoir des mesures dans vos modèles. Donc Microsoft est en train d'encourager, c'est ça qui est marrant, on attend 2025, à tous les créateurs de modèles sémantiques à préparer leurs données pour qu'elles soient compatibles avec ça. Parce qu'en effet, il y a quand même un énorme risque qu'on trouve pas le bon modèle, que ça réponde pas à la bonne question. Donc évidemment, tout ça, il va falloir le valider. Ne partez pas tout de suite en prod et mettez pas tout de suite ça à la main des utilisateurs. Il y a tout un travail qui va faire ça, mais j'aime bien le côté prep data for AI qui est assez intéressante dans le côté pédagogique que nous pousse Microsoft là-dessus. On va passer à d'autres news. Moi, je te propose, tiens, on va changer un petit peu là. On va rester encore dans Power BI, comme ça après on ira dans le monde de l'ingénierie et des data warehouse et des data lake. On va parler un petit peu de Translytical Apps. Et je vais inverser. Je vais commencer par une petite question. Tu te souviens, on en avait parlé quand on avait fait le Back from Ignite avec Jade, tous les trois, en novembre dernier. On avait parlé de ce sneak peek. Donc, à l'époque, il nous avait fait juste un petit gif animé. Est-ce que tu as vu la démo qui a été faite à la build, des Translytical Apps, donc, qui est maintenant disponible en preview? Alors, j'ai vu, oui, la démonstration qui a été faite à la build. En fait, c'est une concrétisation d'une annonce qui a été faite il y a il y a 6 mois tout juste, en fait, pour pouvoir implémenter les cas d'usage dont on avait parlé en fait il y a quelques mois de la Back from Ignite, de l'autre vidéo. En fait, notamment tout ce qui va être les fonctionnalités, les write back de SSAS, où on va pouvoir retrouver des nouvelles fonctionnalités au sein de Power BI et de l'écosystème Fabric pour pallier en fait cette fonctionnalité. On n'a pas trop d'alternatives aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on va retrouver aussi les intégrations des différents cas d'usage qu'on va pouvoir implémenter, par exemple, typiquement sur les équipes financières qui vont travailler sur leur budget ou sur les contrôles de production, tous les cas d'usage qu'on avait pu faire jusque-là. Alors, même si on vous invite à regarder la vidéo qui avait été tournée au mois de novembre, juste peut-être rappeler un petit peu ce que c'est. Donc, en fait, alors d'ailleurs, ça s'appelle plus Translytical Apps. Ça, c'était en novembre. Maintenant, on est passé au Translytical Task Flows. Ne me demandez pas pourquoi on a ce changement de nom. Mais l'idée, c'est simple. C'est que on a des fonctions managées. Aujourd'hui, Python, mais on sent bien qu'il y a d'autres langages qui pourraient arriver. Donc, c'est comme une Azure Function, sauf que c'est à l'intérieur de Fabric. Plein de helpers pour manipuler les objets de Fabric et les données de Fabric. Donc, quelque part un endpoint qui exécute des choses. De l'autre côté, dans Power BI, on a 2 nouveaux objets qui arrivent, un bouton et une textbox, en sachant qu'on a déjà les slicers ou les éléments qui nous permettaient de mettre des paramètres. Donc globalement, j'ai de la saisie côté Power BI, j'ai un bouton pour actionner quelque chose et je vais pouvoir faire ces exécutions. Donc juste avec ça, on a comme tu le dis, des centaines de possibilités qui vont arriver dans des solutions qui vont justement mélanger ce côté reporting qui est très souvent vu comme statique avec quelque chose sur lequel on va pouvoir mettre des actions. Donc là, il y a en effet tous ces cas d'usage qui sont assez intéressants. Moi, les questions que je me pose, ça va être parce que typiquement aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait l'actionable BI. C'est quelque chose qui existe depuis quelques années puisque Microsoft, c'était au début de la Power Platform, puisqu'aujourd'hui on a un composant Power Apps, un composant Power Automate pour quelque part faire ce travail. Maintenant, là on a quelque chose qui est full natif Fabric, donc on n'a pas besoin de passer par une autre plateforme pour revenir derrière. On espère que ça va finalement débloquer certaines situations, parce que je sais que des fois on ne pouvait pas à cause de la complexité d'utiliser la Power Platform. Donc je trouve ça assez intéressant à voir. Donc on verra si les cas d'usage dont on a parlé la dernière fois, on va les appliquer. On sent venir les idées qui arrivent. Donc on sera très ravis
d'essayer d'implémenter, d'optimiser. Moi, j'ai déjà 2 ou 3 cas là qui devraient pouvoir être testés cet été. Enfin, en tout cas, moi, je suis super enthousiaste sur cette fonctionnalité et le niveau d'intégration qu'on a de ça. On vous rappelle, c'est en preview encore, hein, donc il va falloir jouer un peu avec, le tester et l'évaluer. Romain, je te propose qu'on switch un petit peu et qu'on parle, parce que mine de rien, Fabric n'est pas que du Power BI ou qu'une plateforme de reporting. C'est aussi une plateforme de data engineering. Alors, on pourrait dire moderne data stack, plateforme analytique. Alors, Microsoft dit plateforme analytique unifiée. On va voir que finalement, ça va peut-être même un petit peu plus loin. Moi, je te propose de parler des Material as View. Alors, je fais une petite description et moi, je veux bien ton sentiment, toi, comment tu le vois installé dans un pipeline. Donc, techniquement, ça s'appelle les Materialize Lake Views. Alors, c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres plateformes concurrentes. Mais donc, globalement, c'est du déclaratif SQL, donc comme si je créais une vue, qui va se baser donc sur le stage avant. Donc, si d'ailleurs le titre de l'article de Microsoft, c'est Simplifying Medallion Implementation. Donc, globalement, on imagine que je suis en silver. Je vais faire une vue sur ma bronze. Sauf que je vais pouvoir ajouter des transformations en format SQL déclaratif. On parle bien des Lakers, hein. Pourtant c'est du SQL, mais on parle bien des Lakers. Et ça, finalement, va nous créer 2 choses. Une exécution automatisée et monitorée. Donc je peux savoir, donc dès l'instant où je modifie la vue, elle est tout le temps à jour et elle va se mettre à jour finalement au fil de l'eau. Un lineage, puisque j'ai une vue qui dépend d'une autre table, donc j'ai un lineage très naturel entre des objets. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont rajouté des fonctionnalités alors on va dire le mot très large, data quality, mais globalement, la possibilité de taguer des choses qui ne sont pas conformes quand on passe d'un stage, enfin d'un layer à un autre. Donc moi, je trouve qu'il y a un petit shift de paradigme, désolé pour les anglicismes. Bref, on entend en ce moment parler beaucoup du shift left ou certains qui remettent en cause l'architecture médaillon. Mais moi, je trouve ça intéressant que Microsoft se positionne un petit peu comme certains acteurs du marché sur ce côté, finalement, simplifions et faisons juste entre guillemets, une cascade de vues pour arriver à la donnée qui va bien. Est-ce que concrètement, tel que je te le présente, ça simplifie tes architectures, Romain? Complètement, en fait. Aujourd'hui, typiquement, on va utiliser en fait un langage SQL qui est largement répandu dans la communauté data. Même au-delà, en fait, c'est devenu un standard pour requêter des données. Et on est aujourd'hui, en fait, avec les Materialized Lake Views. Aujourd'hui, en fait, quand on va faire un notebook Python, enfin un notebook PySpark, en fait, on va devoir changer notre donnée, on va devoir la transformer, on va devoir la stocker. En fait, ici, on ne garde que la transformation et ça va être un vrai gain de temps, en fait, pour le déploiement des données, et sachant qu'on passe en général d'une table pour aller vers une autre table. On vient concrétiser, en fait, alors on n'est pas encore dans du no-code, mais on vient dans une vue, en fait, plutôt low-code, enfin SQL, qui est un langage un peu plus répandu peut-être que du Python, pour faire de la transformation de la donnée assez simplement au sein de Fabric. Et en fait, on voit qu'il y a une vraie logique côté Microsoft. Il y a un autre sujet qui viendra un petit peu après, mais sur tout ce qui va être les shortcuts mirroring, mais aussi tout ce qui va être les copy jobs. On va copier la donnée brute, on va la transformer et on va la stocker. Et en fait, on a 2 composants d'étapes en fait qui vont être ultra simples. Et j'ai hâte de pouvoir tester ces différentes vues, ces nouvelles vues, et aussi avec la qualité de données, pareil, on pourra choisir nos comportements. Si la donnée n'est pas de bonne qualité, est-ce qu'on fait échouer notre traitement ou est-ce qu'on ignore tout simplement les lignes? Alors, je trouve ça super intéressant, la vision que tu apportes. Elle m'apporte plein d'idées, d'ailleurs, pour le coup. Bon, là où tu as raison, c'est qu'il va falloir tester parce que, comme on dit toujours, le diable est dans les détails. Et on sait très bien que la créativité des requirements qu'on récupère sur les projets, des fois ne permettent pas d'utiliser toutes les fonctionnalités comme on l'aimerait. Donc, on va le tester. Mais il y a un point que tu as dit, une sorte de low-code. Tu as lâché le mot. Et en effet, c'est un petit peu ce changement de paradigme que je notais, parce que, mine de rien, on a passé ces 10 dernières années à plutôt aller à dire non, la vraie voie,
La vraie voie à suivre, c'est le développement. On va faire du Python avec des fonctions, des sous-fonctions, presque de la programmation objet. J'allais dire, on n'en est peut-être pas encore à là, mais d'avoir cette ingénierie qui est faite de cette façon. Et là, d'un côté, on simplifie parce qu'en fait, on fait des vues. Et c'est un courant. Alors, on en a, quand on préparait, on en a un petit peu parlé de une analogie avec DBT, par exemple, qui veut justement simplifier ça. Donc, on voit qu'il y a deux courants qui s'opposent. Alors, l'idée, c'est pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est toujours une question de contexte. Mais je trouve ça intéressant que, tu vois, tu as eu du mal à le dire, le mot low-code, mais oui, c'est pas un gros mot. Mais en tout cas, c'est un élément de simplification. Et c'est vrai que des fois, quand on discute avec nos clients, ils nous disent, mais pourquoi c'est aussi compliqué à développer, à maintenir, à installer, alors que t'as fondamentalement raison. Je copie des données d'un point A à un point B. Bon, je fais du join, du groupe, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que peut-être que ce courant va, entre guillemets, emporter une adhésion parce que on simplifie les choses simples. Et on a plus cette barrière à l'entrée de dire, il faut être développeur Python pour pouvoir le faire. Donc, peut-être que le mix des deux, c'est-à-dire parce que je ne nie pas, il y a des choses qui sont, et j'adore faire du Spark, je trouve ça intellectuellement extrêmement intéressant pour des choses extrêmement complexes sur les données. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces deux outils qui, entre guillemets, s'opposent, mais en fait vont se compléter chez les questions. Donc, j'aime bien ton analogie avec le low-code. Je la testerai pour voir comment elle est perçue par les communautés data ou aussi par les clients. Je trouve ça assez intéressant. Merci Romain. Tu as cité un point, c'est le mirroring et les shortcuts. Alors moi aussi, ça m'a un peu tapé dans l'œil. Je trouve qu'il y a des annonces pas mal, mais globalement, là, si tu devais résumer tout ce qu'il y a de nouveau du côté du mirroring et des shortcuts. Ça va être long. Pareil, beaucoup d'annonces à la build 2025. Pareil, toujours on arrive en fait à un moment de concrétisation, notamment avec pas mal de nouvelles sources de données. Notamment, quelque chose qui est super attendu par les clients, c'est notamment le mirroring de SQL Server. Donc, les serveurs qui sont à demeure en on-premise. Donc, on va être capable, en fait, de rapporter nos données SQL Server on-premise dans Fabric avec des shortcuts. Il y a des nouvelles sources aussi sur SQL Server 2025. Il y a des subtilités entre les deux, mais c'est pas tout à fait pareil, mais c'est considéré comme deux sources différentes. Mais du coup, on va pouvoir aussi apporter ces données-là, du PostgreSQL. Et pareil, il y a aussi d'autres nouveautés qui vont arriver, qui arrivent aussi. Ça va être toutes les sources de données qui vont être protégées par des pare-feux dans des réseaux privés. Alors, le on-premise, c'est évident, mais les Azure Managed Instances qui vont être hébergées dans Azure, qui seront derrière en pare-feu. Donc, en fait, on va pouvoir, avec une VNet Data Gateway ou même une on-premise Data Gateway, venir collecter les données dans ces Managed Instances. Et donc, apporter toutes ces données-là au sein de Fabric, au niveau du Lakehouse, pour avoir, en fait, un scope de données, en tout cas, où on va resimplifier encore tous les jobs, en fait, de ETL, ELT, etc. Là, en fait, on a juste à configurer nos shortcuts, notre mirroring dans ce cas-là, on aura nos données dans notre Lakehouse. Quelques autres aussi, peut-être nouveautés côté shortcut. Donc, il y a aussi la possibilité. Donc, aujourd'hui, on était très orienté Data Lake Gen 2 pour les données, en fait, de shortcut dans Fabric. Dans le monde d'Azure, il y avait toutes les autres extensions vers les concurrents AWS et Google Cloud. Et là, aujourd'hui, ce qui va aussi arriver, ça va être les shortcuts directement sur les blob storage classiques. Donc, une bonne nouveauté. Et puis pareil, une petite nouveauté qui passe aussi, ça va être la possibilité de gérer les shortcuts, en fait, de pouvoir les modifier au sein de l'interface Fabric. Et une toute dernière nouveauté aussi, ça va être donc sur le mirroring. Il y avait donc derrière, en fait, tout le mirroring, il y a le open mirroring et qui est passé en general availability. Donc maintenant, on va pouvoir avoir plein de nouvelles sources de données aussi, donc que ce soit du mirroring en particulier et également des shortcuts. Tu aurais des choses à ajouter là-dessus, Jean-Pierre? Non, tu as raison de noter parce que l'interface de management des shortcuts était, on va le dire, limitée. Voilà, elle n'était pas agréable à utiliser. En effet, les shortcuts commencent à être, alors que les shortcuts dans Fabric,
ne serait-ce que les shortcuts entre items, entre éléments fabrique sont extrêmement importants. Était pas terrible. Donc là, ils ont amélioré. Mais d'ailleurs, on reviendra parce qu'il y a aussi côté un peu Ops, un peu API. Il y a eu pas mal de mises à jour là-dessus. Moi, ça m'amène une réflexion là, tout ce que tu partages. On voit Microsoft qui investit énormément sur simplifier. Tu l'as dit, hein, simplifier l'accès aux données. Alors après qu'on soit en ETL, ELT, peu importe, mais il y a un moment, il faut bien que je me connecte sur une source externe et je récupère de l'information. Et c'est vrai que Microsoft investit beaucoup. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'ils n'arrêtent pas de dire aussi que le mirroring, Microsoft vous offre je crois que c'est 1 Tera par CU de votre capacité. Donc vraiment, on voit bien que Microsoft investit énormément pour être la plateforme qui collecte l'information et qui la centralise, le fameux One Lake, hein, Unified. Et on voit, tu as raison, beaucoup d'investissements sur le mirroring pour être en fait exhaustif dans le nombre de sources, mais aussi dans les spécificités, parce que c'est bien beau de se connecter à un Azure SQL, mais si on respecte pas des contraintes réseau, ça marche, ça bloque tout de suite. Donc on voit vraiment qu'il y a ce sujet. On pourrait d'ailleurs noter, alors techniquement c'est ni un shortcut ni un mirroring, mais on va avoir tout ce qui est Fabric Link avec les ERP Dynamics. Donc franchement, je trouve que Microsoft, alors on pourrait dire c'est logique, hein, c'est leur stratégie, essaye de simplifier l'accès aux données. Pour justement, tu parlais de low-code tout à l'heure, hein, enfin l'objectif c'est qu'on passe plus des heures à développer des pipelines et à maintenir des pipelines, mais qu'on clique sur 3 boutons pour se connecter. Bien évidemment, je préfère dire c'est pas aussi magique que ça, il y a plein de considérations à faire, réseau, latence, reprise sur erreur, etc. CI/CD, on va en parler juste après. Mais mine de rien, moi j'aime bien ce positionnement qui d'ailleurs est assez suivi sur le marché, hein, de simplifier. On peut noter chez Databricks, il y a Lakeflow Connect qui est en GA depuis alors ça peut être annoncé à la build, mais on peut faire une petite digression. Donc on voit bien que d'autres éditeurs aussi proposent de simplifier la connexion. Je sais que beaucoup d'éditeurs parlent de CDC, hein, qui a rien de nouveau, hein, qui existe depuis une vingtaine d'années, hein, le Change Data Capture, pour justement en fait simplifier et arrêter qu'on passe du temps à faire de la tuyauterie, qu'on ait juste à la configurer. Je vois le temps qui passe. Je sais que tu voulais nous parler un petit peu justement de Ops, ce qu'on appelle Data Ops chez nous. Donc ce côté justement comment j'opère ma plateforme et pour opérer, il y a beaucoup d'outillages qu'il nous faut, notamment sur le CI/CD. Tu avais noté pas mal de choses, je crois, hein, qui sont arrivées ces dernières semaines. Tout à fait. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites sur les deux conférences FabCon et Build autour des Ops côté fabrique. On voit qu'il y a un vrai investissement de Microsoft sur la plateforme en fait pour mettre du code en fait pour déployer automatiquement les choses. Petite digression. L'idée c'est qu'en fait aujourd'hui ce qu'il y avait donc ce qui a été annoncé à la FabCon, donc c'est les variable libraries donc qui vont venir compléter en fait quelque chose que je trouve qui manquait aujourd'hui dans le déploiement, c'est-à-dire que quand on a plusieurs environnements, comment on configure notre environnement pour ne pas avoir tout à refaire en fait quand on passe de développement à l'intégration, etc., jusqu'à la production. Et les librairies de variables en fait sont un bon point. Donc pour les pipelines de données, en fait, on va pouvoir configurer un certain nombre de choses et avoir des transitions d'environnement beaucoup plus simples que ce que l'on pouvait avoir avant. Sur la build, ce que j'ai noté, il y a 2 points assez intéressants qui ont été notés. Donc c'est la CLI CI/CD qui est pareil disponible généralement. C'est un petit outil en fait sur lequel on va pouvoir configurer nos différents éléments fabriques qui vient un peu en complément de la librairie Python CI/CD. Il commence à avoir un scope un peu plus complet. Et beaucoup de choses aussi ont été annoncées autour de l'authentification avec les identités en fait non humaines, les service principal names, sur lesquels on va pouvoir aussi donc qui arrivent autour de tout ce qui va être les API REST de Fabric. Et donc là en fait on va pouvoir avoir des chaînes CI/CD très complètes, que ce soit dans le classique avec les GitHub Actions, les pipelines DevOps, donc avec plutôt du code YAML, mais également ça va se répercuter aussi sur tout ce qui va être les pipelines de déploiement plutôt graphiques que l'on retrouvera dans Fabric.
Yes, en fait, moi j'ai l'impression, je partage ton impression. J'ai l'impression qu'ils ont retiré le frein à main sur ça parce qu'il y avait plein de choses. On se demandait pourquoi ça n'arrive pas, etc. On prend l'exemple des variable librairies. En effet, il y a des choses qui existaient. Il y avait les deployment rules qui permettaient de variabiliser, mais sauf que c'était disponible pas partout et en fait c'est parce qu'ils travaillaient sur quelque chose de beaucoup plus large parce que faut penser la complexité qu'il y a dans Fabric, c'est qu'on peut faire du full data engineering avec du Spark sur des Lakehouse. On peut aussi faire du warehousing. On peut faire du temps réel. On peut juste faire du Power BI. D'ailleurs, on peut ne faire que du Power BI. Et donc, quand d'un point de vue plateforme, ils pensent à quelque chose, le CI/CD par exemple, ben en fait, il faut que ça marche avec tout de la même façon. Donc, en effet, là, ils ont retiré le frein à main. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Et en effet, on était pas mal bloqué sur cette histoire de service principal et d'API qui était incomplète. Là, voilà, vraiment, on a l'impression que tout le retard a été rattrapé. Donc, on espère que ça va. Certains vont reconsidérer certaines façons de déployer, ou en tout cas en fait mettre en œuvre toutes ces nouvelles choses. Et mention spéciale pour la CLI. Donc tu as cité la Fabric CLI, donc Command Line Interface. Donc alors moi je suis plutôt fan des CLI. Donc il y en a sur Azure, il y en a sur Databricks, il y en a sur tous les produits. Moi j'aime assez. Donc ça permet justement de piloter potentiellement des déploiements tout en ligne de commande en mode shell. Et moi j'ai une petite remarque, c'est que ça a été annoncé. Donc personne n'en avait entendu parler avant la FabConf, avril. Ça passe en General Availability, ce que tu disais, disponibilité générale, à la build 1 mois plus tard. Alors, c'est pas pour au contraire, je suis content, mais c'est assez marrant de voir que finalement c'est peut-être une forte attente, ça a peut-être été testé aussi par certains clients, mais de voir que vraiment là on accélère vraiment. C'est pas juste on vous donne des outils puis on les met en preview et puis on verra bien ce que ça donne. Les choses arrivent en disponibilité générale très 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 rapidement. On voit et ce sera peut-être notre mot de la fin, mais moi ce que je retiens c'est le rythme d'innovation de Microsoft. Alors certains diraient de correction pour tous ceux qui pestaient du fait que c'était certaines choses, on les attendait depuis un moment, mais globalement, Microsoft a un rythme de nouveauté qui est assez impressionnant et ils arrivent à tenir le rythme. C'est-à-dire que vraiment, on a une conférence en avril, on a des annonces, on a une conférence au mois de mai, on a des nouvelles annonces ou l'ouverture des previews de choses qui ont été annoncées quelques mois auparavant. Donc, on voit vraiment que Microsoft a un fort investissement sur le produit. Et on pourrait même digresser, mais on va s'arrêter là, sur le fait des annonces comme Cosmos DB dans Fabric qui va arriver. Vous le savez, ils ont déjà annoncé SQL Server dans Fabric pour tous les workloads OLTP. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que là-dessus, Microsoft est précurseur, puisque si vous regardez le marché, on a Databricks qui vient de s'acheter un partenaire Postgre et Snowflake qui a fait exactement la même chose avec Crunchy Data. Donc on voit que les deux principaux compétiteurs arrivent aussi avec des workloads OLTP. Donc on parlait tout à l'heure de changement de paradigme. Est-ce que c'est demain la norme dans une plateforme de données analytique d'avoir aussi d'autres services comme des fonctions, alors évidemment des copilotes, des fonctions, des copilotes, de la base de données relationnelle, du DocumentDB. Donc je trouve ça assez intéressant. Donc c'est pour ça que je parlais d'innovation. C'est qu'en fait, on voit qu'à chaque conférence, on a des choses qui arrivent et Microsoft essaye de marquer son empreinte sur le marché. Alors il y a des choses qui existaient sur avant, donc ce n'est que entre guillemets se remettre au niveau des plateformes concurrentes, mais là on voit bien que Microsoft propose aussi des choses de son côté en arrivant avec des produits, des visions, des façons de faire. On avait parlé la dernière fois du workspace monitoring qui est en mode événementiel, qui va à contre-coup, enfin qui n'est pas aligné avec ce qu'on trouve sur les autres plateformes. Franchement, on a hâte d'avoir la prochaine conférence pour voir un petit peu ce que Microsoft va nous sortir. Ça sera en septembre, c'est la Fabric Conférence Europe, et on espère qu'il y aura beaucoup de news. Un petit mot pour la fin. Tu partages mon enthousiasme, Romain? Je suis complètement d'accord. Enfin, on a vu sur le rythme d'annonce là sur les deux dernières conférences et sur FabCon et sur la Build, énormément de nouveautés.
J'ai hâte d'attendre la prochaine conférence qui aura lieu en septembre. Et ensuite, après, l'Ignite qui arrivera aussi sur la fin d'année. Ouais, finalement, on a 4 rendez-vous dans l'année sur la data. On espère qu'on pourra couvrir tout ça. Donc, en effet, comme tu le dis, on vous donne tous rendez-vous pour un Back from FabConf Europe en septembre. Ça aura lieu à Vienne. On essaiera en tout cas de débriefer des annonces qui seront faites. À bientôt. À bientôt.